Un pays où le sable rencontre la pierre, où les montagnes se perdent dans le désert et où le soleil embrase chaque vallée. La Jordanie. Ici, le temps semble à la fois immobile et intense. Les canyons de Wadi Rum racontent des histoires de caravaniers et de nomades. Petra, la cité rose des Nabatéens, s'élève comme un secret millénaire sculpté dans la roche. Entre le silence des dunes et l'agitation d'Amman, le royaume hachémite déploie son passé et son présent, sa culture et sa modernité, sa résilience et sa fierté. La Jordanie, c'est un équilibre fragile entre histoire, désert, vie. Un pays qui murmure des légendes à chaque colline et à chaque rivière. Bienvenue dans le cœur de l'Orient, là où les secrets se mêlent à la lumière. C'est ainsi que je vous emmène dans ce 4e épisode découvrir la géographie incroyable de ce pays. La Jordanie est un pays du Proche-Orient, un carrefour stratégique entre l'Asie et l'Afrique. Mais du coup, elle est sur le continent asiatique. Elle partage des frontières terrestres avec l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie. Elle possède une frontière maritime avec l'Arabie Saoudite également, mais aussi avec l'Égypte. Dans cette série de vidéos, nous ne traitons que des 193 pays membres de l'ONU, c'est-à-dire reconnus par tous les États du monde et de manière indiscutable, donc des États souverains pas remis en cause. Si on oublie ça, la Jordanie possède des frontières avec les territoires palestiniens, avec la Palestine, État qui d'ailleurs est de plus en plus reconnu dans le monde. Avec une superficie d'environ 89 000 km², c'est un pays de taille moyenne, un peu plus petit que l'Autriche ou encore que le Portugal. L'accès à la mer est très limité. Un petit littoral de 26 km seulement sur le golfe d'Aqaba qui ouvre sur la mer Rouge. Cela offre au pays un point stratégique pour le commerce et aussi le tourisme. Mais ça reste insuffisant pour une véritable façade maritime. Les cours d'eau sont rares, le Jourdain traverse la vallée, qui porte son nom d'ailleurs, et qui alimente la mer Morte, célèbre pour ses eaux hyper salées et sa position la plus basse de la planète, à plus de moins 400 mètres, donc sous le niveau de la mer. Les oasis et les wadis ponctuent le désert, offrant une vie temporaire à la flore et à la faune locale. À l'ouest, la vallée du Jourdain descend jusqu'à la mer Morte. À l'est, le plateau désertique s'étend à perte de vue, formant le célèbre désert d'Arabie, ou désert de l'Arabie. Le sud abrite les montagnes du Wadi Rum, appelées le désert rouge, avec leurs canyons, arches naturelles et les sommets. La montagne du Djebel Ad-Dami, près de la frontière saoudienne, culmine à 1854 mètres. C'est le point le plus élevé du pays. Le climat jordanien, lui, est majoritairement aride ou semi-aride. Les hivers sont doux, mais peuvent être froids dans les montagnes, tandis que les étés sont très chauds, surtout dans les vallées et les zones désertiques. Les précipitations se concentrent principalement entre novembre et mars, et certaines régions ne reçoivent que quelques dizaines de millimètres d'eau par an. La faune est assez variée en Jordanie, mais l'animal symbolique est l'oryx d'Arabie. Sinon, on trouve aussi des bouquetins, des renards du désert, des chameaux et des gazelles de montagne. Les oiseaux migrateurs traversent le pays 2 fois par an, profitant des rares zones humides. La flore, elle, est adaptée à l'aridité. Arbustes résistants, acacias, oliviers dans les régions plus fertiles, et une végétation rare, mais magnifique dans les wadis et les oasis. Les paysages jordaniens sont un mélange d'aridité majestueuse, et donc de beauté. Les dunes rouges du Wadi Rum, les collines cultivées autour du Madaba, et en passant par les falaises de Petra sculptées dans le grès rose. Le pays offre un contraste saisissant entre désert, montagne et vallée. Petra est d'ailleurs considérée comme une des 7 nouvelles merveilles du monde. Maintenant, passons à l'histoire. La Jordanie est une terre qui a vu passer des civilisations depuis des millénaires. Les premières installations sur ces territoires remontent au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, des royaumes comme ceux des Édomites, Moabites ou Ammonites occupaient ces terres qui ont développé des cités fortifiées et des routes commerciales, dont on garde encore certaines traces d'ailleurs. Il faut attendre le 4e siècle avant Jésus-Christ pour que le territoire de la Jordanie soit pleinement intégré à un empire. C'est l'empire nabatéen, qui d'ailleurs a bâti Petra. C'est une cité impressionnante, sculptée dans le grès, et qui continue de fasciner d'ailleurs, puisque comme je l'ai dit avant, c'est une des 7 nouvelles merveilles du monde. Les Nabatéens sont de grands ingénieurs, capables de collecter et de stocker l'eau dans un désert très compliqué à maîtriser. En 106 après Jésus-Christ, la région devient une partie de l'Empire romain.
Les Romains construisent des routes pavées, des aqueducs, des théâtres et des fortifications. Puis, avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ et la transformation de l'Empire romain d'Orient en Empire byzantin, ce territoire est conservé. Le christianisme se répand avec la construction de nombreuses églises et monastères. Au 7e siècle après Jésus-Christ, la région entre dans le monde arabe et musulman. Pendant près de 900 ans, la Jordanie reste sous contrôle de divers califats arabes. Durant cette longue période, le territoire est organisé en provinces administratives, souvent gérées par des gouverneurs locaux. Les Bédouins continuent à dominer les zones désertiques, mais les échanges commerciaux se développent le long des routes caravanières. Les fortifications sont renforcées, certaines villes se désertifient, tandis que des villages et des caravanes prospèrent le long des routes du désert. Les habitants apprennent à vivre avec l'aridité du désert et développent des techniques d'irrigation simples pour les oasis et les vallées fertiles. Au fil des siècles, les villes s'adaptent à de nouveaux pouvoirs et aux besoins militaires. L'islam devient la religion dominante, le territoire sert de zone tampon et de corridor stratégique entre les grandes puissances du Moyen-Orient. En 1516, l'Empire ottoman prend le contrôle de la région, qui restera sous son autorité jusqu'en 1916, soit 400 ans. Le pays est alors intégré à la province ottomane de Syrie, et l'administration reste largement centralisée depuis Damas. Les Ottomans mettent en place une organisation administrative et fiscale stricte. Les villages payent des impôts sur l'agriculture, le bétail, et les routes et points stratégiques sont surveillés par des garnisons. La vie quotidienne reste marquée par de l'agriculture et de l'élevage, avec très peu de développement industriel ou urbain. En 1916, la révolte arabe éclate, dirigée par le shérif Hussein Ben Ali, le leader de la Mecque. Avec le soutien de Lawrence d'Arabie, l'objectif est clair, affaiblir l'Empire ottoman, alors allié de l'Allemagne et de l'Empire austro-hongrois. Le but est de créer un royaume arabe indépendant. Les forces arabes alliées avec Lawrence d'Arabie mènent des attaques contre les garnisons ottomanes, sabotent les voies ferrées et libèrent progressivement les villes et les territoires du Levant, et notamment les territoires du Hedjaz, où est la Jordanie. Les Bédouins jouent un rôle central, utilisant leur connaissance du désert pour des raids rapides et efficaces. Cette révolte ne se limite pas à des batailles militaires, elle est également une dimension politique et symbolique. Elle permet de fédérer différentes tribus, de créer un sentiment d'unité arabe contre un pouvoir central étranger, puisque les Ottomans ne sont pas arabes mais turcs. Les alliés britanniques, en retour, promettent leur soutien pour la création d'un royaume arabe. Après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, le territoire devient autonome, mais sous mandat britannique. En 1921 naît l'émirat de Transjordanie, confié au prince Abdallah, fils du shérif Hussein. L'émirat est essentiellement autonome, mais sous supervision britannique. Les premières institutions modernes sont mises en place, administration locale, police, collecte des impôts. Après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques décident de lâcher prise sur le Proche-Orient à cause notamment de la pression internationale. Et le prince Abdallah déclare l'indépendance le 25 mai 1946, qui devient le royaume hachémite de Jordanie. Ce nouveau pays s'implique rapidement dans des conflits régionaux. En 1948, elle participe à la guerre israélo-arabe et annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, les territoires palestiniens, outre la bande de Gaza. Cependant, lors de la guerre des 6 jours en 1967, toujours contre Israël, ces territoires sont perdus. Israël les récupère, marquant un tournant historique pour le pays. Durant le règne du roi Hussein Ier, la Jordanie connaît stabilité, modernisation, malgré les guerres et les crises régionales. Il met en place des réformes économiques, améliore l'éducation, renforce les infrastructures et maintient un équilibre entre influence arabe et occidentale. Depuis 1999, sous le roi Abdallah II, la Jordanie continue de chercher la stabilité dans une région du monde conflictuelle. Elle possède une approche beaucoup plus pacifiste. Politiquement, la Jordanie est depuis son indépendance en 1946 une monarchie constitutionnelle parlementaire. Ce type de régime politique reconnaît un monarque, héréditaire principalement, comme le chef de l'État, et du pouvoir exécutif donc. Mais il limite ses pouvoirs, notamment pour laisser au moins une partie du pouvoir législatif au Parlement, et le pouvoir judiciaire à d'autres instances encore. Mais dans les faits, la Jordanie ne respecte pas vraiment cette définition. Le roi actuel est Abdallah II, quatrième roi de Jordanie après son père Hussein, son grand-père Talal et son arrière-grand-père, premier roi, Abdallah Ier. Il est roi depuis 1999, soit 26 ans au moment où on tourne cette vidéo. Il détient des pouvoirs importants, il nomme le Premier ministre, le gouvernement et peut dissoudre le Parlement si nécessaire. Il est également le chef des forces armées, représentant du pays à l'étranger, et en plus du pouvoir exécutif, il a le droit de refuser les lois votées par le Parlement. Pour finir, il nomme les membres
d'une des deux chambres législatives et intervient dans le pouvoir judiciaire en nommant le procureur général, les hauts magistrats et les juges de la Cour suprême. La Jordanie n'a donc pas de séparation des pouvoirs et est considérée comme un régime autoritaire. Sur la scène internationale, 167 pays, sur les 193 reconnus, participent à un classement de liberté du régime. Cette échelle permet de classer la liberté du peuple dans un État. Sur cette échelle, la Jordanie est 122e sur 167, égalité avec l'Éthiopie, avec une note de 3,17 sur 10 en termes de liberté. Elle est considérée comme un régime légèrement autoritaire dans la nomenclature. C'est une catégorie qui est comprise pour tous les régimes ayant entre 3 et 3,99 sur 10 en termes de liberté. En comparaison, l'Islande, qu'on a déjà traité dans notre première vidéo, est 3e, avec une note de 9,52 sur 10. Elle est considérée comme une démocratie totale, catégorie comprise entre 9 et 10 sur 10. Le Rwanda, dans notre deuxième vidéo, est 126e, derrière la Jordanie, avec une note de 3,10. C'est donc un régime aussi légèrement autoritaire. Et pour finir, la Grèce, dont on a parlé dans la dernière vidéo, est 25e, égalité avec la Tchéquie, avec une note de 7,97 sur 10. Elle est considérée comme une démocratie imparfaite. Tous ces chiffres, c'est pour l'année 2024. Ils sont mis à jour chaque année en prenant en compte les changements politiques qu'il y a eu durant l'année en cours. Le gouvernement, lui, est dirigé par le Premier ministre, qui est sous la tutelle du roi. Le Premier ministre, depuis le 15 septembre 2024, est Jafar Hassan. Il est sans étiquette, il appartient à aucun parti politique, mais souvent, en Jordanie, le sans étiquette correspond au soutien du roi, au pouvoir monarchique, puisque le roi ne fait pas partie d'un parti. Le pays dispose d'un parlement bicaméral pour le pouvoir législatif. Il y a donc deux chambres, une chambre haute, une chambre basse. Il est chargé d'initier les lois et de les voter, mais le roi peut donc décider ou non de les promulguer. Et il nomme les membres de la première chambre, la chambre haute, le Sénat. Tous les sénateurs sont donc nommés par le roi. La dernière nomination du Sénat date du 24 octobre 2024. Les 69 sénateurs sont sans étiquette, sans parti politique, comme le roi donc. Ils lui doivent autorité, et le mandat est un mandat de 4 ans renouvelable. Pour la chambre basse, qui est nommée la Chambre des représentants, les 138 représentants sont élus au suffrage universel. Le pays est découpé en circonscriptions, et chaque circonscription vote pour une liste. Le même système qu'en France pour les européennes et que de nombreux pays qu'on a déjà vus. Sur ces 138 représentants, 97 sont obtenus de cette manière. C'est-à-dire que dans chaque circonscription, on vote pour une liste, et par rapport à la proportion de votes de chaque liste, on attribue de plus en plus de sièges. 18 sièges, soit 1 par circonscription, est réservé à un élu d'une minorité non jordanienne, c'est-à-dire une minorité qui peut être soit religieuse, donc des chrétiens, ou alors ethnique, des Tchétchènes, des Circassiens. Un siège par circonscription est réservé à ces minorités. Donc 97 plus 18, il nous reste 41 sièges. Ces 41 sièges sont obtenus dans un vote national. C'est le même système que le premier vote, avec une liste, sauf que cette fois on découpe pas en circonscription, tout le pays a la même liste. Donc il y a deux élections. Il y a la première élection dans les circonscriptions, avec un siège par circonscription réservé, et ensuite il y a un deuxième vote, cette fois totalement national, avec la même liste. Sur ces 41 sièges, 2 sont réservés aux minorités. Le même principe que dans la première partie du vote. Et chaque liste doit comporter un tiers de femmes. Le dernier scrutin date du 10 novembre 2024 et la Chambre des représentants est actuellement constituée de 39 membres sans étiquette, fidèles au roi et à sa politique. Le principal parti d'opposition, est à nuancer, car tous les partis soutiennent le roi et aucun parti n'a de liberté. Mais du fait qu'il existe, c'est forcément un parti d'opposition. Mais tous les partis soutiennent le roi, sinon il serait censuré directement. Le premier parti donc d'opposition, c'est le Front islamique d'action. Il possède 31 représentants. C'est le parti politique de l'organisation Les Frères musulmans. C'est un parti que l'on pourrait qualifier en France d'ultra-droite, mais la présence centrale de la religion dans le parti le rend impossible à classer. En France, aucun parti ne prône de la religion. Le second parti possède 21 représentants, c'est le parti de la Charte nationale, un parti de centre-droit comparable au parti Renaissance en France. 19 sont membres du parti de la Volonté, parti de centre-droit, à peu près l'Union des démocrates indépendants en France. 8 sont du parti du Progrès, parti de centre-gauche, comme le parti écologiste en France, pas Europe Écologie Les Verts, le parti écologiste. 7 pour le parti national islamique, un parti de droite religieuse, donc pas classable en France. 5 pour le parti Mouvement de l'Unité Nationale, un parti de centre-droit comme le MoDem. 2 pour le parti de la Terre Bénie, un parti d'extrême droite religieuse, donc pas classable.
2 pour le parti travailliste jordanien, un parti de gauche comme le parti socialiste en France. Et enfin, on a 4 derniers partis qui se partagent les 4 derniers sièges, chacun un siège. On a le parti de la croissance, centre-gauche comme le parti radical en France, le parti démocratique civique, centre-droit, un peu comme Horizon en France, le parti travailliste, parti de gauche, Europe Écologie Les Verts en France, et pour finir le parti de la jeunesse, un parti de centre-gauche comme Génération. Bien sûr, la plupart de ces partis soutiennent le régime, car s'ils le critiquent, censure, comme on l'a vu juste avant. De plus, il ne faut pas oublier que la charia, la loi islamique, est appliquée en partie pour certains domaines juridiques. C'est-à-dire que c'est un pays où la loi islamique ne va pas avant les lois étatiques, mais est au même niveau que les lois étatiques. Donc elle est quand même très présente, notamment pour le mariage, le divorce, etc. Dans ces cas-là, ils suivent les lois du Coran. Il y a énormément de partis en Jordanie, mais c'est vraiment une sorte de voile, puisque finalement, tous les partis soutiennent le roi. Le pouvoir judiciaire, lui, il est organisé par les tribunaux classiques, les tribunaux administratifs, les tribunaux religieux donc, puisque la charia est présente, et la Cour suprême jordanienne. En termes de politique intérieure, le pays met en place des programmes de soutien destinés aux populations les plus vulnérables pour améliorer les conditions de vie encore très précaires à certains endroits. Il investit dans le développement de l'éducation et dans le numérique pour moderniser la société, renforcer les compétences de la population. Et il y a aussi une politique centrale en Jordanie, c'est la politique d'accueil des réfugiés. Plus d'1 million de Syriens sont en Jordanie après toutes les guerres et les révoltes qu'il y a eu en Syrie ces dernières années. Pareil pour les réfugiés palestiniens. Enfin, il lutte contre le chômage, la pauvreté et s'appuie sur le soutien financier, comme par exemple le soutien financier de l'Union Européenne, la Banque mondiale ou le FMI. Extérieurement, la Jordanie, elle mène une politique basée sur 3 principes: diplomatie, neutralité, médiation. Elle essaie d'éviter les conflits. Elle ne prend pas parti de façon exclusive et elle essaie de jouer un rôle de pont entre les pays, surtout vu sa position géographique. Elle entretient des alliances importantes avec les États-Unis, qui d'ailleurs lui apportent une aide militaire, économique, sécuritaire. Avec l'Union Européenne, on a pu le voir surtout sur une aide financière. Et avec les pays du GCC, donc le Gulf Cooperation Council, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, le Koweït. Et là, c'est aussi une aide économique principalement. Elle soutient aussi officiellement la cause palestinienne et reconnaît l'État de Palestine. Elle administre les lieux saints musulmans de Jérusalem, qui sont donc des territoires palestiniens, puisque Jérusalem-Est avec la Cisjordanie et la bande de Gaza sont des territoires palestiniens, donc pas reconnus comme un État officiellement, mais qui tend à l'être. Et du coup, ces territoires palestiniens sont très souvent administrés par la Jordanie. Elle agit comme médiatrice d'ailleurs dans ces conflits, puisqu'elle garde le dialogue avec Israël pour essayer de maintenir un lien qui est de plus en plus compliqué avec l'événement qu'on connaît depuis fin 2023. Elle refuse de s'engager dans des guerres, et elle privilégie le dialogue. Ça, on a pu le voir avec notamment Israël-Palestine, mais ça vaut pour d'autres conflits mondiaux. Et elle maintient aussi de bonnes relations avec des pays pourtant rivaux, ce qui peut paraître un petit peu bizarre, mais elle discute avec les États-Unis, comme avec la Russie, comme avec la Turquie ou l'Iran, l'Arabie Saoudite. Donc c'est un pays qui vraiment essaie de ne pas prendre parti et de discuter avec tout le monde, ce qui est assez remarquable dans cette région-là du monde. Maintenant, voyons l'identité jordanienne. Tout d'abord, le drapeau jordanien est créé en 1921. Quand l'émirat de Transjordanie est lui aussi créé. Il est d'abord constitué de 3 bandes de couleurs égales, en termes de dimension. En haut, une bande noire, symbolisant le califat abbasside. Son symbole, c'est le noir, donc là on en a fait une bande noire. La bande blanche symbolise le califat des Omeyyades, un autre califat, une autre dynastie. Elle a régné juste avant les Abbassides. La bande verte, c'est le califat fatimide. Lui, c'est un califat qui a régné principalement en Afrique, pas au Moyen-Orient ni au Proche-Orient, mais c'est un califat très important. Donc ces 3 bandes, elles représentent différentes dynasties et différentes périodes de califat. Ça montre quand même l'attachement de la Jordanie autour d'un seul et même État pour tous les peuples arabo-musulmans. Ensuite, le drapeau est constitué d'un triangle rouge, qui est présent sur le côté gauche du drapeau. Le triangle rouge, penché comme ça, c'est le symbole de la dynastie hachémite. C'est une famille, la dynastie hachémite, et c'est la famille qui est actuellement au pouvoir en Jordanie. Et cette dynastie, c'est une des plus importantes de l'islam d'ailleurs. Elle a été longtemps responsable de la ville sainte de la Mecque. Pour finir, au centre de ce triangle, il y a une étoile blanche à 7 branches. C'est le symbole à la fois des 7 régions historiques de Jordanie, mais aussi des 7 versets de la première sourate du Coran, une partie du texte religieux musulman. Les armoiries de la Jordanie, elles, sont assez chargées. Donc on va le décortiquer ça petit à petit. Tout d'abord, sur le dessus, on trouve une couronne, qui représente la monarchie, symbole du pouvoir en Jordanie. Cette couronne, elle trône au-dessus d'un long tissu, qu'on pourrait appeler une hermine, qui est nouée comme des rideaux. Ce tissu, il vient embellir le tout, et symbolise aussi la haute importance de la famille royale, le chic.
La couronne et ce tissu, ils sont de couleur rouge, représentant le sacrifice, et or, représentant la richesse. Au centre, on peut voir un aigle, de couleur un peu cuivrée et au bec rouge. Donc le bec rouge, c'est toujours le symbole du sacrifice ici, et le cuivre, un symbole de richesse aussi, qui va s'allier avec l'or, comme un autre métal. Il a les ailes déployées, ce qui représente le pouvoir et le courage. Il tient debout sur une orbe bleu-azur. C'est le symbole dans l'islam de la terre et de la diffusion de la religion à travers celle-ci. De cette orbe partent 2 lances, symbole de la puissance militaire, tout simplement, et 2 drapeaux jordaniens sur des mâts, ce qui rappelle l'identité du pays. Devant l'orbe, on voit un bouclier cuivré, illustrant le désir de protection de toutes les valeurs présentes derrière ces armoiries. Le cuivre, toujours symbole de richesse. Sous celui-ci, on a le bandeau de couleur qui représente la plus haute décoration de Jordanie, la croix de l'ordre de la Renaissance. D'ailleurs, ce bandeau, c'est la version civile de la décoration, et la version militaire possède une médaille. La médaille, on la voit, elle est juste en dessous, tout en bas des armoiries. Le bandeau unit 2 épis. Un épi de blé, symbole de la prospérité, de l'agriculture, et un rameau de palmier, c'est la plante symbolique de Jordanie. Et enfin, en bas, il est écrit sur des bandes dorées, toujours pour montrer l'importance et la richesse, Abdullah ibn al-Hussein ibn Aoun, roi du royaume hachémite de Jordanie, qui espère l'aide et le succès grâce à Dieu. Donc ça c'est écrit en arabe, donc j'ai essayé de donner le nom arabe du roi, mais donc c'est Abdallah II avec son nom complet. La monnaie en Jordanie est le dinar jordanien depuis 1950. Son code c'est JOD en majuscule, et le symbole, il apparaît à l'écran. La Jordanie, elle n'a pas de devise officielle, mais le roi Abdallah II, il a introduit 2 phrases au centre de sa politique. On a la Jordanie d'abord et nous sommes tous la Jordanie, qui peuvent être considérées donc comme des devises. La fête nationale est le 25 mai, commémorant le 25 mai 1946 et la déclaration d'indépendance jordanienne. L'hymne, dont voici un extrait, s'appelle Hymne royal jordanien, a été adopté en 1946. La Jordanie ne reconnaît qu'une seule langue officielle, l'arabe standard moderne. Bien que la plupart des Jordaniens parlent plus précisément, dans la vie quotidienne, des variantes de l'arabe. Principalement l'arabe levantin, donc présent dans la région du Levant, et encore plus précisément l'arabe jordanien. L'arabe standard moderne, il est parlé par près de 460 millions de personnes dans le monde. Et du coup, la plupart des pays arabes utilisent cette version standard pour ne pas faire de différence entre tous les États arabes et simplifier aussi tout le côté administratif. La capitale, qui est aussi la plus grande ville du pays, est Amman. Depuis 1946, la plupart des institutions y sont présentes, dont la résidence du roi, le palais Ragadan et les bâtiments du Parlement entiers qui sont réunis dans un seul et même bâtiment, le Sénat et la Chambre des représentants. L'économie jordanienne est fragile car le pays manque de ressources naturelles. Presque pas de pétrole, peu de terres agricoles et très peu d'eau. La Jordanie doit donc importer une grande partie de ce qu'elle consomme. Pour compenser dans ces domaines, elle s'appuie sur l'aide internationale. La plus importante source de revenus est le secteur des services, surtout le tourisme, notamment avec Petra, la mer Morte, le Wadi Rum ou tous les sites religieux qui attirent des visiteurs du monde entier. L'industrie, elle se concentre sur l'exploitation des phosphates et de la potasse, utilisés pour les engrais ainsi que les textiles et les médicaments. La mer Morte, elle fournit des matériaux uniques, utilisés notamment dans le cosmétique, la chimie et aussi le tourisme médical. Le pays, il ne dispose presque pas de pétrole, mais mise sur son potentiel en énergie solaire et éolienne pour devenir plus autonome. Mais malgré cela, l'économie jordanienne fait face à plusieurs défis. Le chômage élevé, surtout chez les jeunes, la pauvreté, une dette importante, le manque d'eau, la présence de plus d'1 million de réfugiés syriens qui pèsent aussi sur l'économie. Pour résumer, l'économie jordanienne est en difficulté, elle a du potentiel et certaines ressources et certains services aussi qui sont mis en avant par le gouvernement. Par ailleurs, c'est une économie encore très fragile qui demeure et qui révèle la face cachée de ce pays dont les paysages peuvent être attrayants. Au niveau de la population, la Jordanie compte environ 12,1 millions d'habitants fin 2024.
mais plus d'un tiers sont des réfugiés et des expatriés, ce qui en fait l'un des pays les plus accueillants au monde en pourcentage. Le taux de natalité tourne autour de 20 naissances pour 1000 habitants, tandis que le taux de mortalité reste faible, environ 4 décès pour 1000 habitants. La population est très concentrée dans l'ouest du pays, notamment autour d'Amman, Irbid et Zarqa, les plus grandes villes, tandis que l'est est désertique et donc presque vide. Environ 95% des Jordaniens sont arabes, avec des petites minorités circassiennes, arméniennes, tcherkesses. Le PIB par habitant se situe autour de 5000 $ par an, ce qui classe la Jordanie parmi les pays à revenus intermédiaires. L'âge médian est d'environ 23 ans, c'est donc une population très jeune et dynamique. L'espérance de vie est de 75 ans grâce à un système de santé développé avec des hôpitaux publics, des cliniques militaires et un secteur privé très performant dans cette région du monde. Le système de santé est réputé d'ailleurs, notamment pour la cardiologie ou la chirurgie. Ça fait de la Jordanie un pôle de tourisme médical dans tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Le pays accorde une grande importance à l'éducation, le taux d'alphabétisation dépasse 95% et l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans, avec des universités reconnues d'ailleurs, comme celle d'Amman et de Yarmouk. En termes de religion, la Jordanie est un pays majoritairement musulman sunnite. Ça représente 95% de la population. L'islam joue un rôle important dans la vie sociale et culturelle, mais le pays est reconnu pour sa tolérance religieuse et sa coexistence pacifique. Les minorités chrétiennes, principalement orthodoxes, catholiques et protestantes, représentent environ 4% de la population et sont libres de pratiquer leur culte. Des communautés plus petites, comme les Druzes, existent également, mais leur influence est limitée. La constitution jordanienne garantit la liberté de religion et l'État supervise les affaires religieuses tout en respectant le droit des minorités. Le roi est également considéré comme gardien des lieux saints islamiques à Jérusalem, on a pu le voir, ce qui renforce son rôle symbolique et diplomatique dans le monde musulman tout entier. Culturellement, la Jordanie possède une riche tradition orale et écrite. La poésie bédouine, transmise de génération en génération, célèbre le désert, l'honneur, le courage, et aujourd'hui, des écrivains contemporains comme Fadi Zagmout ou Ahmad Maher explorent des thèmes modernes tels que l'identité, l'exil ou le rôle de la femme dans la société. La musique jordanienne, elle, combine des instruments traditionnels comme le oud et le kanoun avec des influences modernes. Les danses folkloriques comme la dabke rythment les mariages et les festivals. Ça symbolise la joie et aussi la solidarité communautaire. Le cinéma, lui, en Jordanie gagne en reconnaissance, notamment en reconnaissance internationale, grâce à des films comme Thib ou Captain Abu Haed qui racontent des histoires locales avec des thèmes universels. Le pays accueille également des festivals de films et développe sa production audiovisuelle pour exporter la culture arabe. La cuisine jordanienne met en avant des plats généreux, épicés. On retrouve le mansaf, plat national à base d'agneau et de yaourt fermenté, ainsi que le falafel, le houmous et les mezzés traditionnels. Le café arabe et le thé à la menthe accompagnent souvent ces repas. La Jordanie est également active sur le plan économique et touristique. Parmi les marques ou initiatives notables, on peut noter la Royal Jordanian Airlines, la compagnie aérienne nationale, Visit Jordan, qui est la marque de promotion du tourisme et du patrimoine dans tout le pays, menée par le gouvernement, ou alors encore Jobedou, qui est une marque d'habits qui produit des accessoires un peu streetwear, qui mêle culture arabe et culture populaire, qui a été fondée en 2007. Cette marque est aussi l'image de l'industrie textile très présente dans le pays. Finalement, dans le sport, les Jordaniens excellent dans plusieurs disciplines. Le football est le sport le plus populaire, avec notamment Yazan Al-Naimat. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et ils sont 66e au classement FIFA. La Jordanie se distingue aussi en sport de combat notamment, comme le taekwondo, avec des athlètes comme Dana Haidar qui sont devenus des figures emblématiques. Toujours en sport de combat, on peut aussi nommer Abdelrahman Al-Mazatfa, qui est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques et qui est un karatéka très reconnu. La culture jordanienne est assez méconnue du grand public, mais très riche et elle mérite que l'on s'y intéresse plus profondément. C'est là-dessus que s'achève notre 4e épisode sur Géographie Tips. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et bien sûr à vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune prochaine sortie. Si vous êtes jordanien ou d'origine jordanienne, votre témoignage nous ferait très plaisir. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez quand même laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau pays. Si vous avez des idées, dites-nous en commentaire. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir nos shorts sur YouTube, qui sont aussi disponibles sur tous nos réseaux, TikTok et en Reels Instagram. Tous nos réseaux sont disponibles dans la description ou dans la biographie de la chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Salut!